C'est peut-être un peu pour ça, un décryptage du monde, de notre civilisation, un décryptage philosophique bien sûr, mais aussi historique, démographique, sociologique et de fait un décryptage politique au sens noble du terme. Son titre, Décadence, c'est chez Flammarion. Bonsoir Michel Onfray. On va parler évidemment du fond de votre livre et puis dans une deuxième partie on va le confronter à l'actualité parce que c'est notre matière ici évidemment. Je commence avec les derniers mots du dernier chapitre qui à mon sens résume quand même un peu le livre. Le bateau coule, il nous reste à sombrer avec élégance. Je vois que ça vous fait sourire. Je précise pour nos téléspectateurs, hein, c'est pas du pessimisme de votre part, vous le dites, ce sont des faits que vous énoncez, et pour vous c'est un fait, on est entré dans une période de décadence qui annonce la fin de la civilisation occidentale. Ça vous paraît inéluctable ? Oui. C'est-à-dire que quand je regarde vos journaux télévisés, je suis persuadé qu'effectivement on s'en va vers la fin. Vous faites un travail de journaliste, c'est-à-dire vous pensez l'actualité, vous présentez l'actualité, et puis les chaînes d'information continuent, changent d'actualité évidemment, un clou chasse l'autre, et je voulais faire un travail de philosophe sur l'actualité, c'est-à-dire quand on nous dit alors le terrorisme, vous êtes pour, vous êtes contre, mais bien évidemment il y a des méchants et puis il y a des bons, et on ne peut pas penser de cette manière-là quand on est philosophe. On fait un travail de généalogiste, on dit mais d'où ça vient le terrorisme? Qu'est-ce qui se fait que... Et donc, j'ai voulu présenter notre époque, dont vous présentez le détail dans chacun de vos journaux, dans une longue durée, mais dans une vraie longue durée. C'est-à-dire quand Fernand Braudel invente ce concept... Du temps long. Et pour le coup, c'est 2000 ans. C'est le temps de la civilisation. Et j'ai voulu penser la civilisation, notre civilisation, pas toutes les civilisations, mais de dire chaque instant, ce que vous présentez dans le journal, par exemple, est inscrit dans une longue durée qui s'enracine il y a 2000 ans en Palestine avec l'histoire du Jésus que nous savons. Une longue durée qui s'inscrit comme pour la vie d'un homme, pour une civilisation, c'est-à-dire qu'il y a une naissance, il y a une conquête qui passe, dites-vous, toujours par la force, et puis il y a une mort. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on arrive à la mort de notre civilisation occidentale qu'on connaît aujourd'hui ? D'abord, je compare avec les autres civilisations. C'est-à-dire, tout le monde connaît l'histoire. On a déjà vu des pyramides, on a déjà vu le Forum à Rome, le Parthénon à Athènes, et on voit bien que les civilisations ont eu lieu et ont disparu, et ont laissé place à autre chose. Donc, savoir que les civilisations sont mortelles, donc la nôtre aussi. Et c'est regarder cette civilisation en disant, mais voyons ce qui a précédé, comment les choses se sont passées. Il y a eu effectivement un moment de croissance, un moment de naissance. D'abord, une civilisation se construit toujours avec des barbares. Le barbare... le barbare, vous dites, c'est celui qui est le perdant aux yeux du vainqueur, mais quand il gagne, il deviendra le civilisé, c'est ça ? Le héros, le génie, le saint, le fondateur de civilisation, celui qui coupe des têtes, ça devient un grand soldat, un grand militaire, Constantin qui a tué, massacré, etc., qui était finalement c'est le personnage qui convertit l'Empire au christianisme. C'est un personnage de sac et de corde. Simplement, aujourd'hui, c'est un personnage formidable. Enfin, il est présenté comme tel. Donc, je mets tout ça en perspective en disant, regardez, il y a des moments où effectivement, ça paraît clair que nous sommes en décadence. J'ai vu l'autre jour que, non, tout à l'heure même que au Canada, par exemple, une loi est en train de se préparer pour interdire la critique de l'islam. C'est extraordinaire qu'on fasse un fait de civilisation en Occident qui interdit qu'on puisse penser une question. C'est-à-dire que c'est vraiment une censure généralisée qui serait décidée par un pays pour la totalité d'un sujet ou d'une question, le problème de l'islam. Donc effectivement, quand les civilisations sont en grande santé, elles débattent, elles discutent, elles autorisent la confrontation des propositions. J'ai vu aussi que l'autre jour, on punissait des enfants qui avaient fait des bêtises dans une école. En justice, ils avaient écrit, je crois, des choses, des textes racistes sur des murs, et la punition, c'était de lire des livres. Donc une civilisation dans laquelle lire, c'est une punition, des civilisations dans laquelle on décide... Ce sont des marques de déclin, l'Occident est fini, quoi. Si elle n'a plus que ce genre de propositions à faire, effectivement, l'Occident, c'est terminé. Alors, en lisant votre livre, certains risquent peut-être d'être un peu... d'avoir le spleen à la sortie, parce que vous ne laissez pas beaucoup de portes de sortie. Hein. Finalement, on a le sentiment qu'il y a le destin, c'est comme ça, le Fatoum, vous le rappelez, presque le Mektoub d'ailleurs finalement des Arabes d'une certaine manière. Ça veut dire que le libre arbitre, ça n'existe pas, on ne peut pas contrôler notre destin, on ne pourrait pas éventuellement essayer de réagir et de prolonger cette civilisation-là, c'est ce que vous dites ? Non, parce qu'il y a un moment donné, si on garde la métaphore du bateau qui coule, si la voie d'eau est vraiment très importante, c'est vraiment trop tard. Si vous voulez mettre des rustines au Titanic, ça ne servira pas à grand-chose. Il y a des moments où, évidemment, vous pouvez éviter ce genre de choses. Vous pouvez éviter de vous diriger vers un iceberg. Et il y a eu des moments dans l'histoire de la civilisation où peut-être des choses auraient pu avoir lieu et n'ont pas eu lieu, mais moi je n'y crois pas. Je crois vraiment que de toute façon, c'est comme un corps. On a beau vouloir ne pas vieillir, on a beau vouloir ne pas mourir. C'est inéluctable. Il y a un moment où on vieillit, et il y a un moment où on meurt, et il y a un moment où on laisse la place. Et c'est la même chose pour les civilisations. Il faut juste
juste le savoir et pas désespérer. Il faut pas pleurer, il faut pas se jeter du sable sur les cheveux ou de la terre en poussant des cris en disant ça ne doit pas avoir lieu. Si tout ce qui naît, vit, croît, meurt et disparaît, ça marche pour les fleurs, ça marche pour les gens, ça marche pour les civilisations. Et vous dites c'est comme ça, vous refusez le jugement. Alors c'est une autre question qui se pose en lisant votre livre. Vous parlez de plusieurs civilisations, chacune, dites-vous, est portée par une croyance, donc d'une certaine manière c'est une religion à chaque fois, qu'elle soit celle de Dieu, du capital, de la raison, vous les placez toutes sur le même plan, vous ne les... Pas exactement ça. Vous ne les jugez pas tellement? Non, parce que je pense que les civilisations sont constituées sur des textes religieux et sacrés. Le Capital, par exemple, est un texte, mais il n'est pas religieux, il n'est pas sacré. Vous avez vu un début de civilisation avec Octobre 17, et ça n'a pas duré bien longtemps. En 1989, c'était terminé, et en 1991, il n'y avait plus d'Union soviétique. Ça n'a pas duré longtemps. C'est une civilisation avortée, parce qu'il y a des civilisations avortées. Et les civilisations qui n'avortent pas sont celles qui sont construites sur des textes sacrés. Au départ, vous avez quelqu'un qui dit « j'ai entendu Dieu, les dieux ». J'ai un contact direct, ils m'ont dit des choses. Et vous avez à partir de ce moment-là des prêtres qui disent « oui, moi je sais bien, je suis d'accord, ce qu'il dit ça veut dire ceci, ça veut dire cela ». L'exégèse. Et voilà. Et puis un homme de pouvoir qui dit « mais moi je suis l'envoyé de Dieu, et si vous m'obéissez, vous obéissez à Dieu, si vous me désobéissez, vous désobéirez à Dieu aussi ». Et l'alliance, je dirais, du sabre et du goupillon, de la force et de la spiritualité, des prêtres et des soldats et du puissant vont constituer une civilisation, et puis ça durera le temps qu'elle aura la force, cette civilisation, de répondre à ce qui l'attaque et de détruire ce qui l'attaque. Puis à un moment donné, ce qui l'attaque, eh bien la civilisation n'a plus la force de l'attaquer elle-même, et à ce moment-là, elle dépérit, elle est blessée, et puis elle saigne d'une certaine manière, puis à un moment donné, elle meurt. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure et que vous écrivez dans votre livre. Une civilisation, ce sont des barbares qui ont gagné, qui ont vaincu. Un barbare, c'est le perdant aux yeux du civilisé. Ça veut dire que la notion de bien et de mal, elle vous intéresse pas? Elle n'existe pas presque au fond? Non, je dis pas que ça n'existe pas, mais je dis que je suis un disciple de Nietzsche en ce sens. Je dis que le bien et le mal se mettent en perspective aussi. Si par exemple vous tuez quelqu'un, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est ni bien ni mal. Si vous êtes un soldat, vous faites votre métier. Si vous en tuez beaucoup, vous avez même des médailles. Mais si vous le faites pour votre propre compte, ça n'est pas bien et vous envoie en prison. Donc vous voyez que c'est la même chose avec les civilisations. Si vous massacrez pour construire des civilisations, et regardez les grands chefs de guerre, ou Tamerlan, ou Gengis Khan, ou même Napoléon, ou tous ces gens-là, sont des gens qui ont tué, qui ont massacré, mais qu'on n'a jamais mis en prison pour autant. On estime simplement qu'ils font l'histoire, que l'histoire est un peu faite aussi par eux, mais il n'y a pas à dire c'est bien ou c'est mal, c'est comme ça que ça se constitue. Un peu, parce qu'en fait, ils sont faits par l'histoire, c'est ce que vous expliquez aussi, on y reviendra. Mais j'en viens à l'actualité, par exemple, si on prend une armée de combattants, l'image de la barbarie aujourd'hui pour le monde occidental, on va la voir, cette image, c'est évidemment les troupes de Daesh et ce drapeau noir. Est-ce que vous estimez que c'est une armée de conquête comme une autre qui demain, au fond, peut devenir une civilisation? C'est ça qu'on comprend en lisant votre livre. Moi, j'aimerais qu'on puisse montrer toutes les images. C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a des images d'enfants bombardés, quand on nous dit que ce sont des avions russes et qu'on nous fait voir ces choses-là en nous disant que c'est terrible et que c'est détestable, je suis d'accord. Mais j'aimerais aussi qu'on fasse voir les bombardements américains depuis 1991 qui ont tué 4 millions de musulmans sur la planète et qui ont généré des victimes civiles innocentes. Il n'y a peut-être pas un concours de civilisation dans la destruction, j'allais dire. Je dis pas ça, je dis juste Vous dites que c'est équivalent. Pour vous, c'est équivalent. C'est du relativisme presque, non? Non, j'ai pas du tout dit ça. J'ai juste dit que vous me faites voir une image et que si vous voulez qu'on la pense, il va falloir qu'on prenne du temps en expliquant pourquoi on en est arrivé là. Et si vraiment vous voulez qu'on sache pourquoi on en est arrivé là, ces images que nous voyons, il va falloir effectivement remonter pas très loin en amont, 1991, la décision de George Bush, du Golfe. Voilà, l'inscription de ces batailles dans la logique des croisades. Le mot a été utilisé par George Bush. 1991, François Mitterrand emboîte le pas à George Bush. La France se trouve impliquée dans cette aventure, sauf parenthèse de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, et nous faisons partie de combattants qui, sur la planète, au nom de la civilisation, se comportent en barbares, car c'est barbarie que de bombarder des villages dans lesquels, sous prétexte de tuer 3 ou 4 personnes, on va massacrer 500 victimes innocentes. Donc je ne fais pas un concours, je dis juste que si vraiment on veut faire de l'histoire, il n'y a pas d'un côté les bonnes bombes qui ne tuent que les méchants et puis les mauvaises bombes qui tueraient des civils. Je dis non,
la guerre c'est ça, et je refuse la guerre, je refuse le colonialisme, je refuse qu'on aille faire la loi chez les autres, tout comme je n'ai pas envie que d'autres viennent faire la loi en France, et ça me paraît être une option qui est pacifiste, souverainiste, pour le coup de gauche, n'aurait pas déplu à Jaurès. Je pense que le Parti socialiste aujourd'hui a oublié que Jaurès était pacifiste, et regardez ce qui s'est raconté sur les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, c'était des barbares, ils faisaient cuire des enfants, ils les dévoraient tout crus. Aujourd'hui, Angela Merkel et le président de la République s'entendent bien, le président François Mitterrand tenait la main d'Helmut Kohl. C'est qu'on peut bien s'entendre avec al-Baghdadi par exemple demain alors? Je dis simplement que demain on ne sera pas là, ni vous ni moi, pour savoir, mais là je suis en train de lire des choses sur la Saint-Barthélemy. Quand vous voyez ce qu'a été la Saint-Barthélemy, cette guerre civile qui a opposé les catholiques et les protestants, on n'imaginait probablement pas le lendemain de la Saint-Barthélemy qu'un jour les catholiques et les protestants pourraient vivre en paix. Mais il y a quand même une idée philosophique qui est celle de l'aventure de l'esprit, de l'élévation générale du niveau de conscience, j'allais dire, avec les générations qui passent. Vous n'y croyez pas du tout? Je dis pas ça, je dis juste laissez-les vivre. C'est leur civilisation, c'est leur culture, c'est leur monde. Décapiter, c'est pas une culture. Mais tout le monde décapite. Il n'y a pas une civilisation qui n'est pas décapitée. Je vous rappelle que les premiers chrétiens décapitent et qu'ils le font régulièrement, que la Révolution française a décapité. Alors, je reprends. Décapité aujourd'hui, au XXIe siècle. Oui, il y a pas. Dans l'aventure de l'esprit, est-ce qu'ils n'ont pas été un peu oubliés? Si vous faites un concours de décapitation, il va falloir parler de Robespierre, de Staline, de Lénine, de Mao, d'Hitler. Mais dans le temps long, il n'y a pas une élévation générale du niveau de conscience? Vous y croyez pas à ça? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des modification de la conscience dans une civilisation, mais que quand on change de civilisation, il faut presque tout refaire. Et qu'il n'y a pas, ce serait trop simple s'il y avait la barbarie d'un côté et la civilisation de l'autre. Les civilisations ont des aspects barbares, les barbares ont des aspects de civilisation. C'est hélas comme ça que ça se passe. Une religion, c'est une secte qui a réussi. Eh bien, une civilisation, c'est une barbarie qui a réussi aussi. Au départ d'une civilisation, il n'y a jamais des choses gentilles et des individus qui font peace and love et qui viennent avec des brassées de fleurs pour construire une civilisation. Ça se fait hélas dans le sang toujours. Pour terminer avec Daesh, je voudrais lire un passage justement à ce propos de votre livre. L'Occident ne dispose plus que de soldats salariés n'ayant pas envie de mourir pour des valeurs. Qui, à ce jour, donnerait sa vie pour les gadgets consuméristes qui sont devenus des objets du culte de la religion du capital? Personne, on ne donne pas sa vie pour un iPhone. L'islam est fort, lui, d'une armée planétaire innombrable de croyants prêts à mourir pour leur religion. Nous avons le nihilisme, ils ont la ferveur, nous sommes épuisés, ils sont en grande santé. Ça veut dire que la prochaine civilisation, puisque votre théorie c'est de dire aussi que la mort d'une civilisation c'est pas grave, parce qu'il y en a une autre qui lui succède, c'est celle-ci éventuellement? C'est comme ça que vous voyez l'avenir, Michel Onfray? Il faut faire de la démographie et voir comment les choses se passent. On voit bien que l'Afrique démographiquement est en train de prendre le pas et que dans 25 ans, effectivement, il y aura un basculement, que l'Europe blanche judéo-chrétienne démographiquement s'effondre. Mais moi, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien, refaisons des enfants, interdisons la pilule. Je ne suis pas de ceux qui disent ça. Je ne suis pas un réactionnaire, je ne suis pas un conservateur, je ne suis pas un personnage qui adosserait sa décadence à une renaissance. Je dis juste que c'est ainsi et que effectivement, les civilisations ne sont menacées que par celles qui les menacent. Et aujourd'hui, si vous avez un grand bloc indien, nous ne sommes pas menacés par la religion hindouiste. Si vous avez un grand bloc chinois, nous ne sommes pas menacés par le confucéisme et la religion chinoise. Si vous avez d'autres blocs, ils restent néo-occidentaux, on n'est pas menacé par l'Amérique du Nord, du Sud, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Il y a effectivement un bloc musulman qui, lui, a décidé, du moins dans sa partie agressive et militante, visible, le califat notamment, d'être universel et d'universaliser, c'est-à-dire d'exporter son schéma de société sur la totalité de la planète. Moi je pense qu'effectivement il faut faire face à ce genre de choses-là en disant qu'on peut éventuellement éviter ça, sûrement pas par la guerre. Sûrement pas par la guerre, en envoyant bombarder des populations civiles et en ne montrant pas les photos des victimes civiles, mais en montrant en revanche les photos des victimes qui sont faites par les avions russes. Je dis juste que la diplomatie ça existe, l'intelligence ça existe, la politique ça existe aussi, et qu'un grand chef d'État c'est quelqu'un qui a une vision et qui pense d'abord la paix plutôt que la guerre. Alors justement, vous parlez de politique, on va en parler, vous refusez de juger cette décadence, on l'a bien compris puisque c'est un fait. Vous êtes moins à l'aise avec les exploitations politiques effectivement qui en sont faites. Vous en voyez deux, je vais les résumer pour le téléspectateur. Il y a le pessimiste qui politiquement va s'appeler le conservateur, on va dire, il veut revenir au passé. Et puis il y a l'optimiste qui politiquement va s'appeler le progressiste et qui lui veut s'appuyer sur l'avenir pour mieux vivre le présent. Vous écrivez, l'un promet le paradis avec le progrès, l'autre avec le regret. Jeu de mots, on peut l'entendre avec un T, en l'occurrence c'est avec un S, c'est aussi une régression. Pourquoi est-ce que vous jugez que ces deux voies-là, ce sont des impasses? Au fond, c'est le but même de la politique, de pouvoir changer les choses et le cours des choses et peut-être améliorer la condition des hommes.
C'est le but de la politique, mais j'ai l'âge qui me permet aujourd'hui d'avoir un peu d'expérience. Et de penser que c'est une illusion? Ben voilà, c'est-à-dire qu'à 20 ans, on peut le penser. Si moi je viens d'avoir 58 ans, j'ai assez d'expérience pour avoir vu comment les choses fonctionnent. Il n'y a pas que des gens de mauvaise foi au pouvoir. Ce ne sont pas des gens qui trahissent simplement pour le plaisir de trahir. Ce sont juste des gens qui font la démonstration que le réel résiste, que le réel n'obéit pas à leurs injonctions. Et on le voit bien aujourd'hui, la course à la présidentielle, demain on rase gratis, tout le monde rase gratis. Simplement, quand ces gens-là sont en face du réel, on s'aperçoit qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, ou on pense qu'ils sont systématiquement pervers, nos grands chefs d'État, et qu'une fois qu'ils sont arrivés, ils ont pris un malin plaisir à ne pas faire ce qu'ils avaient promis, ou alors on pense, comme moi, qu'ils sont déniaisés par le réel, et qu'ils découvrent effectivement que les grandes idées, tout ça est formidable, mais que la réalité, ça se manipule pas comme ça, ça se bricole pas comme ça. Donc je vois effectivement des gens qui ont trahi sans cesse. Et pourquoi ont-ils trahi? Sûrement pas par goût de la trahison, mais par impuissance. Il y a de l'impuissance. Je vous garantis que, invitez-moi dans 6 mois, mais vous allez voir, on va changer de président de la République, et que dans 6 mois, rien n'aura changé, que peut-être même ça aura empiré. Vous dénoncez l'avènement du nihilisme. Est-ce que c'est pas un peu un discours qui participe à l'avènement de ce nihilisme-là, justement, le discours que vous tenez là? Le médecin qui annonce un cancer ne crée pas le cancer. Exactement de la même manière qu'on a reproché à Houellebecq d'avoir... Mais il peut donner de l'espoir, le médecin. On attend ça de lui aussi. Ben, ça dépend si vous voulez qu'on file la métaphore. Le médecin, s'il vous dit, alors que vous allez mourir dans 3 semaines, que vous allez vivre pendant 10 ans, il va le faire au profit de mensonges et d'illusions. Je ne suis pas bien sûr qu'il faut vendre de l'illusion. C'est pas mon métier, moi. Le métier du philosophe, c'est pas de fabriquer de l'illusion. C'est le métier des politiciens, c'est le métier des théologiens, c'est le métier des prêtres, des imams, des rabbins, des curés. Tous ces gens-là vendent de l'illusion et de la fiction. Et il y a des philosophes qui vendent aussi de la fiction. Mais moi, je pense que le travail du philosophe, c'est ce que Diogène appelait dénuder nos chimères. Et de dire, mais ne croyez pas aux fictions qu'on vous enseigne habituellement, mais ça ne veut pas dire que tout est désespéré pour autant. Le philosophe est quelqu'un qui donne des solutions concrètes, réelles, matérielles, rationnelles, raisonnables, ici et maintenant et pour la vie. Ça, c'est le livre d'après qui s'appellera Sagesse. Oh, on vous réinvitera pour celui-là. On va continuer sur celui-ci. Vous allez même plus loin avec les hommes politiques. Au fond, quand on vous lit, on a le sentiment que pour vous, il y a une structure absolue qui existe avec des grands archétypes et que les politiques qu'on peut croiser dans l'histoire et dans l'histoire même de ces civilisations, les meneurs, les leaders, ils ne font finalement qu'occuper un masque qui a toujours existé, qui existera toujours. C'est ça votre idée? C'est-à-dire, si aujourd'hui, eh bien, il y a besoin d'un homme providentiel, qu'importe lequel, il va arriver, il sera là, il prendra le masque parce que le besoin du moment est là. C'est ça votre idée profonde? Les hommes ne comptent pas, les hommes politiques ne comptent pas dans cette aventure? Moi, je ne crois pas à l'homme providentiel. Entendons-nous bien. Je crois simplement que les gens qui jouent un rôle dans l'histoire croient qu'ils font l'histoire alors que c'est l'histoire qui les fait. C'est-à-dire, vous pouvez dire un certain nombre de choses et puis les gens n'adhèrent pas. Et puis un jour, vous allez dire les mêmes choses et les gens vont adhérer. Il va se passer quoi? Il va se passer que ce que vous allez dire va rencontrer l'esprit d'une époque. Le Zeitgeist, disaient les Allemands, et Hegel, qui est à l'origine de cette théorie de la ruse de la raison. Et il nous dit c'est ruse de la raison quand les hommes politiques croient qu'ils font l'histoire. C'est l'histoire qui les porte. Trump, il arrive au pouvoir, il ne fait pas l'histoire. C'est simplement des gens qui, parce qu'ils auront produit la mondialisation, la violence, la brutalité, auront généré un ressentiment, que ce ressentiment va se trouver formulé et cristallisé par un personnage qui s'appelle Trump, qu'un jour, les gens vont se retrouver derrière Trump. Mais c'est comme ça que les choses se passent. Et si un jour Marine Le Pen devait arriver au pouvoir, on pourrait aussi en faire la généalogie en expliquant comment dans le dernier quart de siècle, dans les derniers 25 ans, un certain nombre d'individus ont tout fait pour que ça ait lieu. Les libéraux, les gens qui ont vendu la gauche au libéralisme, qui ont trahi le socialisme depuis 1983, tous les gens qui nous disent que l'euro, l'Europe, c'est l'horizon indépassable, qui se moquent absolument de la misère et de la pauvreté, de la misère des miséreux et de la pauvreté des pauvres. Tous ces gens-là rendent possible quelque chose qui surgit un jour, mais si Marine Le Pen devait surgir, elle ne surgirait pas de nulle part. C'est l'histoire qui la fabrique et c'est pas elle qui fabrique l'histoire. Vous parlez de Marine Le Pen, vous parliez de Donald Trump. On va en reparler justement juste après la pause. Quelles sont d'ailleurs, les figures archétypales que vous poseriez sur un certain nombre de visages que je vais vous soumettre?